les contraintes qui sont liées, c'est bien simple à comprendre. On veut qu'on reste chacun chez nous pour éviter la propagation, mais il y a un prix à payer, il y a un isolement pour certaines personnes qui vient avec ça, des loisirs qui habituellement venaient un peu égayer la vie qui sont annulés. Et donc, on s'inquiète de santé mentale. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, là, depuis quelques jours, les partis d'opposition, entre autres, j'ai en tête Gabriel Nadeau-Dubois, le Parti libéral aussi, Mme Anglade, qui ont martelé ce message sur les besoins en santé mentale. Il y avait annonce ce matin du ministre Lionel Carman pour en discuter de cette détresse psychologique, pour discuter de comment les uns et les autres vivent avec cette pandémie. On rejoint tout de suite Christine Groux, psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Un mot sur l'annonce de ce matin. C'est le genre de réponse aux besoins qu'on attend? Ben écoutez, toute annonce d'investissement en santé mentale, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est le genre de réponse qu'on attend? Ben écoutez, j'en suis pas certaine. À ce stade-ci, ben, tout est mieux que rien. Ouais. Mais, tu sais, quand on se demande est-ce que ça va être suffisant, non, à ce stade-ci, je crois pas. Est-ce qu'on met l'argent au bon endroit? Puis là, je parle pas de du type de population, parce que je pense que il y a bien des populations qui ont besoin de services. Mais est-ce que c'est dans le réseau public de la santé qu'il faut nécessairement l'investir, ou n'aurait-il pas mieux valu que le gouvernement finance une offre de service en privé où les gens peuvent aller en autoréférence, parce que c'est pas si facile que ça, avoir un accès direct à des services de santé mentale quand on rentre dans le réseau. Puis, il y a des nouvelles ressources, c'est une excellente nouvelle, mais quel service on va donner? Parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est que, écoutez, il est vrai qu'il y a bien des services en santé mentale qui sont efficaces. C'est tout à fait vrai, puis c'est des services qui sont donnés par des équipes multidisciplinaires. C'est nécessaire que ce soit là. Mais ce qui m'inquiète, c'est que il y a aussi une proportion de gens qui ont besoin de psychothérapie et qui n'y ont pas accès. Et ça, j'en ai pas entendu parler. Ouais. Alors, donc, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va faire plus de la même chose, puis est-ce que c'est de ça que la population a besoin? Ouais, puis quand vous dites plus de la même chose, quand on parle de ce qui est gouvernemental et tout contrôlé par l'État, parfois, on dit aussi faire un peu plus de ce qui ne marche pas, là, malheureusement. Actuellement, ce que la population a besoin, c'est clair, c'est qu'il faut que les gens puissent avoir accès rapidement à un professionnel. Puis, cela dit, tous les gens n'ont pas besoin du même service nécessairement. Là. Tout le monde n'a pas besoin nécessairement de 20 séances de psychothérapie, mais il faut être capable d'évaluer le besoin, puis il faut être capable de donner le bon service au bon moment. Puis, actuellement, ben c'est pas facile. Tu sais, je le sais pas, moi, où est-ce qu'on va mettre les argents auprès des jeunes. Est-ce que c'est juste là-dessus, là, est-ce que c'est correct de viser juste les jeunes? Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de détresse chez les jeunes, mais est-ce que la détresse est seulement chez les jeunes? Ah non, pas du tout. Je pense que, selon ce que j'ai entendu, on a voulu corriger une inéquité dans les listes d'attente, mais actuellement, il n'y a pas que les jeunes qui éprouvent de la détresse puis qui sont en augmentation de leurs problèmes de santé mentale. Ouais. Parlons-en des besoins, de l'ampleur des besoins. On a d'ailleurs des tableaux là-dessus là, qui viennent donner un peu un ordre de grandeur. On dit 86 des psychologues constatent chez leurs patients une hausse de la détresse. 70 disent revoir d'anciens patients qu'on ne voyait plus, mais qui reviennent en raison de la pandémie, anxiété, dépression, des cas d'urgence. Hausse de la consommation d'alcool et de drogue, des problèmes de concentration. C'est ça le portrait? C'est ça le portrait. Puis écoutez, nous, on a envoyé le sondage à tous nos membres, puis on a eu un haut taux de réponse. Puis ce qui est intéressant, c'est que les gens nous ont répondu autant dans le réseau public de la santé que dans le secteur privé. Alors, ce qu'on a, c'est un portrait global de la détresse de la population qui se retrouve déjà dans les bureaux de consultation. Ce qui m'inquiète, c'est ceux qui n'ont pas accès, justement. C'est pour ça que je crains que ça ne soit que la pointe du glacier ou de l'iceberg, parce que il y a des gens qui sont en détresse et qui actuellement n'ont pas les possibilités d'aller consulter.
Ouais. On a posé la question à nos psychologues aussi, hein, parce que encore faut-il proposer des solutions, puis on leur a demandé, ben s'il advenait qu'il y ait un plan d'aide psychologique d'urgence déployé puis financé par le gouvernement, est-ce que vous accepteriez de contribuer? Et les gens ont répondu en majorité oui, c'est-à-dire que dans le réseau public, il y en a 51% des gens qui ont dit, moi j'accepterais de faire plus d'heures puis de contribuer à cette offre de service-là au privé. Puis pour les psychologues qui travaillent en cabinet privé, c'est 58% des gens qui nous ont dit oui. Et quand on fait la somme Donc, on des serait deux, prêt à aider plus de gens. absolument, puis avec un grand nombre d'heures de services qu'on pourrait offrir. Puis cela dit, là, évidemment, nous, on a sondé les psychologues, mais tu sais, on pourrait faire la même chose avec les détenteurs de permis de psychothérapie. Puis encore là, je le répète, ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de psychothérapie, mais ceux qui en ont besoin de ce traitement-là, qui a fait sa preuve d'efficacité, surtout en matière de dépression puis d'anxiété, puis c'est les deux plus grands problèmes qu'on constate actuellement, ben quand le traitement existe, on devrait l'offrir. Point barre. Euh, qu'est-ce qui... Je sais que c'est une question difficile, mais qu'est-ce qui fait le plus mal? Parce qu'on l'entend. Évidemment, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens pour qui la détente, là, c'était d'aller... Il y a des gens qui allaient au cinéma toutes les semaines. D'autres, c'est le rituel du restaurant. D'autres, c'est que tous les matins, on est au gym. Si on n'a pas son entraînement, on déprime. Il y en a que c'est le voyage, le fait de ne plus pouvoir voyager. Puis il y en a d'autres, c'est carrément... bon, il y a le télétravail qui semble mettre une pression sur certains aussi. Une espèce de pression d'être à la maison, de devoir travailler. On n'est plus capable de séparer le travail puis la maison. Qu'est-ce qui est le pire, selon vous? Ou est-ce que c'est juste l'angoisse générale de ne pas savoir ce qui s'en vient, de ne pas savoir ce qu'il y a devant nous, de regarder la pandémie partout dans les autres pays, puis c'est toujours pire que pire? Qu'est-ce qui est le pire? Bien, ce qui fait le plus mal, c'est la durée, c'est l'intensité et c'est le nombre d'adaptations que les gens ont subies au cours des 6 derniers mois. Donc, ça a demandé énormément d'adaptations. C'est toute la vie, dans le fond, qui s'est vue transformer, la vie personnelle, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie scolaire, la vie familiale. Et même faire l'épicerie, ça ne fait plus de la même façon. Donc, ça a demandé énormément d'adaptation. C'est trop d'adaptation, là, trop de changements différents. Ben, en fait, il y en a eu beaucoup. Puis l'autre chose qui est difficile, c'est l'imprévisibilité, c'est-à-dire être incapable de prévoir. Puis on a besoin d'être capable de voir venir l'être humain. Hein? On a besoin aussi de sentir qu'on a du contrôle sur la situation. Puis actuellement, on n'a pas de contrôle, en tout cas, on n'a pas de contrôle sur la situation sanitaire. Donc, il faut se demander sur quoi on en a, puis trouver, puis exercer le contrôle là où on peut. Mais l'autre chose qui est difficile aussi, puis il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des gens qui ont subi beaucoup de pertes en plus, en dehors de ces adaptations-là. Il y a des gens qui ont des insécurités alimentaires, qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont perdu l'investissement d'une vie. Il y a des gens qui ont perdu des gens ou qui sont tombés gravement malades. Alors, il y a un ensemble, je dirais, de situations. Je pense que vous avez aussi des clients qui travaillent dans le système de la santé parce que, tu sais, l'exemple, les infirmières nous disent à quel point il y en a quelque chose comme 2000 qui ont quitté, des dépressions. Je suppose que le personnel de la santé qui a été inquiété, qui a été terrorisé parce qu'ils ont vécu, il doit en avoir qui se retrouvent chez vous aussi, là? On a 39% de nos membres qui ont dit avoir reçu des demandes de consultation des professionnels de la santé. Toutes catégories confondues. Absolument. Donc, ce sont des gens qui sont vulnérables actuellement au niveau de leur santé mentale. Puis je pense que si on posait la question spécifiquement, tu sais, il y a beaucoup d'autres gens, les gens âgés notamment, qui ont l'impression de se faire voler des années de vie, puis qui sont privés de la seule chose essentielle, parce qu'ils sont pas en télétravail, puis ils sont moins en rapport avec les institutions, donc ils sont privés du contact de leur famille. Alors les gens âgés trouvent ça extrêmement difficile, d'autant qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec la technologie pour communiquer. Je pose la question à 1000 piastres qui est découlée d'une... C'est un peu drôle, puis pas à la fois, nos deux premiers ministres. Par rapport à Noël, je vous dis, c'est un peu drôle, mais vraiment, hier, on l'a eu. On sent un François Legault qui... Mettons qu'on était en auto, là, puis les enfants sont sur le banc en arrière. Lui, il dit, là, des enfants trouvent c'est long, là, de faire de la distance de Québec à Montréal, trouvent ça long. Puis il leur dit, oui, on était veille d'arriver. Donc, M. Legault, par petit bout, à coup de 4 semaines, puis tout ça. Puis il espère que le nombre de cas va baisser, puis qu'on va pouvoir donner un peu de liberté. Dit aux gens, on va pouvoir fêter Noël. Alors que Justin Trudeau, lui, passe un coup, là, de sabre. Ring, oubliez ça. L'hiver, Noël en famille, on oublie ça. Peut-être se disant, on est mieux de mettre ça pire d'un coup. Puis si on est capable de donner un peu de liberté à Noël, les gens vont être contents, ils vont trouver ça moins pire.
Qu'est-ce qui est le mieux en psychologie? Les petites bouchées avec le danger d'être déçu un peu plus tard ou une grosse claque, puis finalement, après coup, ben, c'est peut-être moins pire qu'on t'avait annoncé? Ben, l'anticipation est pire que la chose. C'est-à-dire qu'un des conseils que je donne actuellement, c'est justement, même si c'est difficile, de ne pas essayer d'être trop dans l'anticipation parce qu'on ne le sait pas. Et ça, c'est difficile. Ce qui est difficile pour l'être humain, c'est aussi la tolérance à l'incertitude. Hein? C'est d'être capable de tolérer quelque chose qui pourrait arriver puis qui nous affecterait sérieusement. C'est très difficile, ça. Mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux vivre une semaine à la fois, un mois à la fois. Vous savez, la plupart des gens pensent que Noël va se faire un peu différemment, mais cela dit, ce qu'on ne sait pas, on ne doit pas l'inventer. Alors, je pense que c'est sage de vivre les choses en étapes. Ça ne veut pas dire d'être dans le déni de ce qui va arriver, mais ce que ça veut dire, c'est, ben, vivons une semaine à la fois, 2 semaines à la fois, un mois à la fois, et on verra où on en sera. Dans 3 mois. Mais ce Mais il que faut je se veux dire, garder un c'est que peu c'est pas... d'espoir quand même, là. Oui, parce que c'est pas constructif de gaspiller une énergie à élaborer des scénarios qui se passera probablement pas comme on les anticipe de toute Ouais, façon. parce qu'à date, il n'y a rien qui s'est passé. Depuis le 1er mars, il n'y a rien qui s'est passé comme on pensait, là. Fait que, ouais. C'est bien sage. Dans le fond, c'est au cœur de tout ça, c'est la notion d'inconnu, là. Il y a l'adaptation, mais il y a le fait de ne pas savoir. On entend toutes sortes de choses, vaccins, une journée, il y a un petit peu d'espoir, le lendemain, il y en a moins. Là, le docteur Fauci aux États-Unis nous dit, ouais, on va avoir un vaccin, il va falloir porter le masque, la distanciation. Quand même, on aura un peu plus de liberté, mais il va falloir garder ces mesures-là jusqu'en 2022. Tu sais, les gens vont passer ça comme un tourbillon d'informations et d'incertitudes, hein? Absolument. Il y a l'inconnu, mais il y a aussi le nombre d'adaptations ou de renoncements qu'on doit faire pour une durée qui est quand même assez longue sur des choses qui sont essentielles à la nature humaine, comme par exemple nos contacts avec nos proches, nos rencontres familiales ou encore toutes les activités ou les sorties auxquelles on est habitué. Et là, la façon dont il faut penser les choses, puis je sais que c'est pas évident, puis je sais que c'est difficile, mais il faut se demander comment est-ce qu'on peut les faire autrement. Comment on peut rester actif physiquement sans aller dans les gymnases, par exemple? Comment on peut rester confiné sans être isolé? Donc, c'est ça qu'il faut se demander. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut se demander où est-ce qu'on peut exercer notre contrôle puis l'exercer le mieux possible, justement pour être un petit peu plus dans l'action puis se réapproprier l'autonomie qui nous reste dans cette période particulière. L'autre chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que, puis je le dis souvent, c'est long, mais ça va avoir une fin. Oui. Il faut garder de l'espoir. Je retiens ça. Donc, les amateurs de musique country, on met René Martel un jour à la fois, puis on passe à travers. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.